Bonjour Pierre Arditi. Comment ça va? Eh ben merci d'être dans Drôle d'endroit pour une rencontre. Drôle d'endroit pour une rencontre ici au milieu des vignes. Qu'est-ce que ça vous évoque de voir ces vignes-là? C'est pas n'importe quelle vigne, on n'est pas loin de Lyon. C'est la terre de la côte rôtie. C'est les grands terroirs de la vallée du Rhône qui sont parmi les plus grands. J'ai toujours relativement aimé le vin, mais j'ai toujours détesté la campagne. Jusqu'à 40 ans, parce que je trouvais que c'était la mort, on y voyait, il n'y avait pas de mouvement, il n'y avait rien. En réalité, avec l'âge, c'est le contraire. Ça a l'air de mourir, mais en vérité, ça renaît. Vous savez que c'est compliqué de parler d'alcool à la télévision. À consommer avec modération, non, je le dirais régulièrement. Non. Pas à consommer avec modération, n'employez pas ce mot stupide. C'est pas intéressant d'être modéré dans la vie, à consommer avec raison. Pas mal. Oui, c'est mieux, parce que la raison, c'est ce qui passe par là. Et comme vous le savez sans doute, la raison, c'est l'initiation, et quand on boit du vin, il faut être initié, et ensuite il faut boire avec la raison, et pas que la modération qui ne sous-entend absolument rien. Parole de connaisseur, vous avez 3 caves, 15 000 bouteilles de vin? Oh, j'en ai moins maintenant, parce que j'en ai donné d'abord, j'en ai bu, et puis j'en ai vendu un peu, parce que j'en avais quand même trop. Vous savez, le vin, pour moi, c'est un peu comme les livres. D'ailleurs, ce sont des livres, d'une certaine manière. Ce sont des livres? Le vin, des bouteilles de... Bah oui. Quand on boit un verre de vin, il y a une mémoire immédiate qui se met en route. Elle est humaine, elle est géographique, elle est sentimentale, elle est sensorielle. Tout ça parle. Donc, comme un livre vous évoque immédiatement des images, vous entendez la voix des personnages que vous fabriquez vous-même. Moi, je me fabrique des décors, je me fabrique des sensations ou des souvenirs. Expliquez-nous le rapport que le vin entretient à la culture. Le vin est une culture, d'abord au sens pur du sens terme. Strict et Vous pouvez le voir littéral. devant vous, c'est une culture. Le pied de vigne. C'est le pied de vigne, ça se travaille, ça s'entretient, ça se chérit, ça se bichonne, parce que sinon, ça crève. Ça se consomme aussi. Ben, c'est la finalité. Ça se dévore, comme des livres. Évidemment, de le consommer, de le croquer, de le dévorer, et d'en faire, une chose qui vous devient très personnelle. Et si nous buvons la même bouteille de vin, nous n'aurons pas les mêmes sensations, vous et moi. Chacun aura la sienne, et c'est très bien comme ça, c'est comme un livre. Vous ne pouvez pas dire il faut le lire comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Non, vous lisez un livre, et vous devenez propriétaire et co-auteur du livre. Quand vous buvez du vin, vous, d'une certaine manière, en le goûtant, vous devenez co-auteur de ce que les gens ont espéré que vous ressentiriez. Voilà, donc c'est absolument culturel. Ce qui vous plaît ici, ce que vous trouvez beau, c'est ce rapport à la verticalité. C'est plus la vue de ce qui nous surplombe. Il y a une architecture, là, on voit bien, il y a une géographie qui est particulière. On a l'impression que ça embrasse le ciel et qu'on est invité à boire à l'apéro ou un bon verre de vin avec Dieu, auquel je ne crois pas d'ailleurs. Il y a quasiment une mystique ou une métaphysique dans la manière dont vous parlez du vin. Je ne suis pas un... Comment dire? J'aime le vin, oui. C'est une matière vivante, elle vieillit avec nous, elle avance, il y a des mains humaines. Il n'y a pas de machine ici, vous voyez. Il ne peut pas y avoir de machine, c'est impossible, vous voyez bien le terrain. Ouais. Donc tout est fait, c'est l'homme qui dirige ça. Ce sont les véritables maîtres du temps. Vous verrez, quand on ira après dans les caves, il y a toute une partie de machines qui font le boulot de l'homme après. Mais en amont, le travail, c'est la vigne et c'est l'homme, la main de l'homme. Ça n'a rien à voir. Vous, d'ailleurs, puisque vous en parlez comme si c'était l'œuvre d'une vie ou la rencontre d'une vie, vous avez découvert le vin dans cette région à Lyon, quasiment au moment où vous démarriez la comédie avec Maréchal. Oui, il y a longtemps, vous n'étiez pas né, vous. Non, en mais je vous 1965. ai malgré tout vu sur scène, ce qui est l'une des grandes émotions de ma vie au théâtre. J'ai connu à cette époque-là des vins qui étaient simples, qui étaient des Côtes-du-Rhône, des Beaujolais, qu'on allait boire dans les bouchons, les vrais bouchons. Ce souvenir-là, de ces boissons-là, parce que c'était des nuits où on réfléchissait à la manière de jouer les rôles, à notre manière de devenir des acteurs ou d'essayer de le devenir. Maréchal, qui est mon père de théâtre, m'a appris ce que c'était que la vie d'un véritable acteur ou d'un véritable artiste. À un moment donné, seul compte ça, cette finalité. Jouer, entrer sur scène et embrasser le monde. La scène. La scène. Le reste, la bagnole, le machin, les besoins de campagne, rien, zéro. On s'en fout. C'est pas ça la vie. Et c'est pour ça que je dis toujours, quand on rentre en scène, si on joue pas sa peau en entrant en scène, c'est pas la peine de rentrer, il n'y a rien à voir. On va quitter ces vignes pour entrer dans le sein du sein, puisque vous en parliez tout à l'heure. Les caves. Les caves de Guigal. Allons-y. Allons à la cave. Faut savoir le faire, ça. Ouais. Ça aussi, hein. C'est beau, hein.
C'est très très beau, je trouve ça génial. Un boulot fou. Vous prenez le même vin, vous donnez ça, ce qu'on appelle des œnologues ou des vinificateurs. Ils ont du talent ou ils n'ont pas de talent. C'est comme un acteur qui peut bien jouer Hamlet ou qui le joue mal. Oui. À un moment donné, On est ici dans des caves absolument magnifiques, des caves familiales. Quand on est passionné de vin, c'est quoi? C'est une sorte de petit bout de paradis? Oui, ça, c'est les petits bouts de paradis. Vous voyez, les caisses en bois sont derrière nous, mais elles sont vides. Celles-là sont vides. Hein. Oui, c'est assez fascinant. Mais là, on est au cœur des entrailles de ce qui fait la fabrication du vin. Donc là, ce sont des cuves inox dans lesquelles on fait la fermentation. Alors après, on est passé par la cave avec les fûts, les foudres, les barriques. Bon, ça là, c'est autre chose. On est un peu, au fond, on serait dans les coulisses d'un théâtre, dans les sous-sols d'un théâtre, vous voyez? Dans les sous-sols d'un théâtre. Oui, on serait dans les sous-sols d'un théâtre. Pour les non-initiés, les foudres. Les foudres, ce sont ces énormes barriques de chêne que vous avez vues, que je vous ai montrées tout à l'heure, qui sont absolument gigantesques et qui sont d'ailleurs magnifiques. Souvent, elles sont d'époque, du 19e. La face est sculptée. Et alors, il y a une contenance, je ne peux plus vous dire laquelle. Je vais être pris en flagrant délit d'ignorance, je ne sais plus très bien, mais je vous posais la question. C'est énorme. Hein. C'est au vin que vous devez cette voix invraisemblable qui est la vôtre ou pas? Non. Non, c'est ta cigarette que je ne consomme plus d'ailleurs, je ne la consomme plus du tout. Après, c'est musclé avec le théâtre. Le théâtre, c'est un muscle, la voix, vous savez. C'est un muscle, Oui, je le sais d'autant bien que quand j'étais jeune journaliste à la radio, j'étais totalement complexé par ma voix. La vôtre était un modèle. Vous avez vu, hein? Ouais. Ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il faut bien voilà. faire un modèle pour quelque chose. Mais vous continuez à la travailler? Non, je peux pas dire. Enfin, je continue de cultiver la manière de m'en servir, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc c'est une manière d'architecturer cet organe qui est mon organe de base, qui est ma voix. Si j'ai plus de voix, je peux plus jouer. Et de chuchoter avec l'idée qu'on peut vous entendre au fond de la salle. C'est pas avec l'idée, c'est que si je chuchote, on doit m'entendre au bout de la salle. Mais donc c'est un faux chuchotement, mais ça se travaille. Voilà. Alors comment on fait? Quand je parle comme ça, par exemple, je vous parle avec vous, je ne chuchote pas vraiment, ma voix est plus basse. Mais quand vous reculez de 70 rangs et que je continue de parler comme ça, on m'entend jusqu'au bout et on a l'impression que je parle comme ça. On va aller s'installer dans ces grandes caves de la région du Rhône. Mais d'abord, l'histoire de ce drôle d'endroit, elle est racontée par Alexandre Guetta. Notre drôle d'endroit cette semaine s'étend sur plus de 215 hectares. Tout commence il y a 2400 ans, ici même, en plein cœur de la vallée du Rhône, les Romains avaient déjà remarqué ce terrain vertigineux, inondé de soleil, propice à créer du bon vin. Abandonné après la Première Guerre mondiale, une partie du domaine est reprise en main en 1946 par cet homme, Étienne Guigal. En puits au pied des coteaux escarpés de la rive droite du Rhône, dont l'exposition exceptionnelle donne à ces vins une saveur qui a fait leur renommée. À l'époque, Étienne Guigal est considéré comme le plus grand négociant en vin de la région. Son savoir-faire et la qualité de son raisin, c'est le point de départ d'une réussite familiale qui s'étend sur 3 générations. Devenu aveugle brutalement, Étienne Guigal doit laisser les rênes du domaine à son fils Marcel dans les années 60, alors qu'il n'a que 15 ans. La majorité était à 21 ans, faut pas oublier. Et donc on n'avait pas le droit de signer ni un chèque, ni d'acheter quoi que ce soit. Et c'était mon père qui validait ce que moi je faisais à sa place. Aujourd'hui, c'est Philippe Guigal, le petit-fils du fondateur, qui dirige l'empire familial. Un empire qui ne connaît pas la crise. Car ici sont produits parmi les meilleurs vins du monde qui garnissent les tables mondaines, Côte-Rôtie, Saint-Joseph ou encore Condrieu. Un vin d'une qualité rare qui s'obtient en grimpant sur des coteaux escarpés et par un tri drastique des grains de raisin. Donc s'il y a des raisins qui ont malheureusement un tout petit peu de pourriture, on trie comme il faut. Chaque graine, on la met par terre et on met que les bons raisins dans les paniers. Allez, bon courage! Une entreprise familiale, mais un rendement industriel grâce à des centaines de cuves. Le vin est ensuite conservé dans les 30 000 mètres carrés de cave que compte le domaine. Un vin tellement prisé que les vols de bouteilles, de raisins, voire même de pieds de vigne se sont multipliés sur le domaine depuis 50 ans.
Alors que les vendanges ont commencé, du raisin a été dérobé hier dans des vignes de Condrieu. Avec une pointe d'humour, on n'aurait pas fait mieux, hein, c'est-à-dire qu'il ne reste pas un raisin. Donc c'est un travail qui a été fait, on va dire, normalement, dans les règles de l'art, entre guillemets. Aujourd'hui, 7 millions de bouteilles sont écoulées chaque année. L'excellence à la française, récompensée par le prestigieux magazine Drinks qui a élu le domaine Guigal comme la marque française de vin la plus admirée à travers le monde.